En 1861, une guerre civile a déchiré la nation. Verena Davis se retrouva soudainement propulsée au rôle de première dame de la Confédération, son mari Jefferson étant désormais président de la nouvelle nation séparatiste. Derrière sa position se cachaient suspicion et tension. Les rumeurs sur ses origines enflaient, les critiques remettaient en question sa loyauté, et la guerre allait lui apporter des pertes personnelles dévastatrices. Alors que lui arriverait-il ? Rejoignez-moi pour le découvrir. Verena Davis est née et a été baptisée sous le nom de Verena Howell le 7 mai 1826. Ses parents, William et Marguerite, vivaient à Natchez dans l'État du Mississippi, mais il semble qu'elle soit née dans une région rurale de la Louisiane, alors que ses parents rendaient en visite à des proches dans cet État. Pourtant, certaines sources affirment qu'elle est née dans le Mississippi. Verena est née dans une famille qui incarnait l'élite américaine des débuts. Du côté de son père, l'ambition et le service public étaient profondément ancrés, tandis que son grand-père paternel avait été gouverneur du New Jersey dans les années 1790, et que son propre père avait pris les armes contre les Britanniques pendant la guerre de 1812. Sa mère, Marguerite Louise Kemp, était la fille d'un riche planteur et propriétaire d'esclaves du Mississippi, un immigrant irlando-écossais qui s'était taillé une place et une fortune dans le sud profond. Verena elle-même était la deuxième de 11 enfants, bien que dans la dure réalité du XIXe siècle, seuls 7 atteindraient l'âge adulte. Bien que sa lignée familiale remontât à des ancêtres européens des îles britanniques, notamment des racines galloises et irlando-écossaises, dès sa naissance, certains murmuraient que Verena n'avait pas l'apparence attendue. Elle avait le teint olivâtre, les yeux foncés, les cheveux noirs et un nez large, des traits qui furent plus tard attribués à ses origines galloises. Mais tout le monde n'en était pas convaincu. Pour beaucoup, dans la société rigide et obsédée par la race du Sud d'avant la guerre de sécession, ces traits semblaient inhabituels, et comme vous allez bientôt le voir, ce qui est inhabituel suscitait la suspicion. Pendant l'enfance de Verena, son père était un marchand assez prospère, propriétaire d'une plantation et de dizaines de personnes réduites en esclavage. Pendant un certain temps, la famille a vécu confortablement, mais dans les années 1830, une série de mauvais investissements, combinés à un train de vie de plus en plus coûteux, a entraîné un déclin constant de ses finances. En 1839, les revers s'étaient accumulés au point de mener à la faillite. C'est la famille aisée de son épouse qui est intervenue pour les sauver, et c'est probablement grâce à leur soutien financier que William a pu envoyer sa fille dans le Nord pour ses études, l'inscrivant dans un pensionnat à Philadelphie. Là-bas, elle a reçu une excellente éducation et a travaillé sans relâche, si bien qu'à son retour chez elle, elle était probablement l'une des femmes les plus instruites de toute sa communauté. Il est difficile de savoir comment une jeune femme à Philadelphie dans les années 1840 se relaxait après une longue journée d'études, peut-être en lisant un roman à la bougie ou en se promenant tranquillement en ville. À la fin de 1843, à seulement 17 ans, Verena a rencontré son futur mari lors d'une fête de Noël à la plantation Hurricane. Il s'agissait de Jefferson Davis. Il avait 18 ans de plus qu'elle et était un riche propriétaire de plantation. Jefferson avait été brièvement marié auparavant à Sarah Knox Taylor, mais elle était décédée quelques mois seulement après leur mariage en 1835. Sarah était la fille de Zachary Taylor, un général de l'armée américaine qui a brièvement servi comme 12e président des États-Unis entre 1849 et sa mort en fonction en 1850. Verena a été séduite par Davis dès leur première rencontre, mais ses parents, inquiets des écarts d'âge, de milieu et d'opinion politique, étaient bien moins enthousiastes. Pourtant, après quelques hésitations, ils ont donné leur consentement, et la cour a continué tout au long de 1844 et jusqu'à l'année suivante. Davis a alors fait sa demande en mariage, et le mariage était prévu comme un grand événement mondain, mais cela a finalement été abandonné. Lorsqu'ils se sont mariés en 1845, la cérémonie a eu lieu chez les parents de Verena, en présence d'un petit cercle de parents et d'amis de Verena, mais étrangement, aucun membre de la famille Davis n'était présent. Ce n'est qu'après cela que Verena s'est rendu compte que les attitudes de son mari envers les normes de genre étaient assez traditionnelles, et qu'il s'attendait à ce qu'elle joue le rôle d'une épouse sudiste conventionnelle, malgré son éducation. Elle a aussi réalisé qu'il éprouvait encore de l'affection pour sa première épouse décédée. Après sa mort en 1835, Davis l'avait profondément pleuré et avait passé une grande partie des 8 années suivantes retiré de la société, incapable,
ou peut-être peu disposée, a vraiment tourné la page du passé. Verena avouera plus tard s'être parfois sentie comme une épouse de consolation dans leur mariage. Même leur brève lune de miel servit de rappel. Elle comprenait une visite à sa mère âgée, Jane Davis, et un arrêt solennel sur la tombe de la femme qui l'avait précédée. Les jeunes mariés s'installèrent ensuite à Breerfield, la plantation que Jefferson avait été établie sur les terres offertes par son frère aîné et plus riche, Joseph. Peu de temps après, sa sœur veuve et appauvrie arriva avec ses 7 enfants pour y vivre, une décision prise sans consulter Verena, ce qui lui déplut fortement. Mais en 1846, Jefferson Davis fut élu à la Chambre des représentants des États-Unis et Verena l'accompagna à Washington, D.C., une ville dont elle tomba rapidement amoureuse. Elle s'intégra à la vie sociale de la ville et devint vite l'une des hôtesses les plus populaires et jeunes de Washington. Cependant, peu de temps après, Davis démissionna de son siège pour servir dans la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848. Après le conflit, il revint à la politique avec une ambition renouvelée. Pourtant, à mesure que sa stature grandissait, la tension entre mari et femme augmentait également, car ses opinions politiques étaient en désaccord avec celles de Verena. Alors qu'elle partageait l'opinion des nordistes sur l'esclavage, ce n'était pas le cas de Jefferson, qui avait même comparé les esclaves à du bétail. Malgré cela, elle parvint à concilier dans son esprit leurs points de vue opposés, et la relation resta stable. Elle aimait l'argent, et la richesse croissante de Jefferson dans les années 1850 semblait aplanir beaucoup de problèmes dans leur relation. Il a servi pendant de nombreuses années comme sénateur du Mississippi, et en 1853, il a été nommé secrétaire à la guerre dans l'administration du président Franklin Pierce. Cela signifiait que, bien que leur maison soit dans le Mississippi, la famille a passé une grande partie de sa vie entre 1845 et 1861 à Washington, D.C. Ici, Verena se sentait plus à l'aise, trouvant que le monde politique et social plus large de la ville correspondait mieux à sa vision que l'atmosphère de plus en plus tendue du Mississippi. Mais une tragédie familiale était sur le point de survenir. Entre 1852 et 1864, Verena et Jefferson eurent 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Tragiquement, la plupart d'entre eux auraient une vie courte. En 1854, les Davis furent dévastés lorsque leur premier enfant, Samuel, mourut avant d'atteindre l'âge de 2 ans. Accablée de chagrin, Verena s'éloigna de la vie sociale un temps. L'année suivante vit la naissance de leur fille Margaret, la seule de leurs enfants qui grandirait, se marierait et fonderait sa propre famille. Un troisième enfant, Jefferson Jr., survécut jusqu'à l'âge adulte, mais mourut à seulement 21 ans en 1878 lors d'une épidémie de fièvre jaune dans la vallée du Mississippi. 2 autres fils suivirent, Joseph né en 1859 et William né en 1861. Tous 2 sont morts pendant leur enfance. Leur plus jeune enfant, Winnie, né en 1864, était particulièrement proche de sa mère, mais dans les années précédant sa naissance, des événements se déroulaient dans le Sud qui allaient changer leur vie à jamais. La trajectoire entière de la vie de Verena a changé à la fin de l'année 1860. Depuis son enfance, le débat sur l'esclavage ne cessait de s'intensifier aux États-Unis. Depuis les premiers jours de la République, il existait une division entre les États du Nord et ceux du Sud. Les États du Nord étaient plus urbanisés et adoptaient tantôt des processus industriels qui faisaient tant que leurs économies ne dépenderont plus du travail des esclaves. De nombreux États avaient commencé à interdire l'institution. Et à l'époque de Verena, il y avait une division claire entre les États libres du Nord et les États esclavagistes du Sud, où le travail forcé restait central pour la culture du coton et du tabac dans d'immenses plantations. Verena a vécu toute sa vie jusqu'à la fin des années 1850 dans ce contexte. Bien que l'esclavage fût courant chez de nombreux sudistes, son éducation cosmopolite et son instruction l'avaient exposée aux opinions des libéraux du Nord sur ce sujet pendant des années. Et compte tenu de ses liens avec les 2 régions, elle se qualifiait elle-même de métisse. L'esclavage était aussi devenu de plus en plus controversé au niveau national. L'expansion vers l'ouest a suscité un débat sur l'autorisation de l'esclavage dans les nouveaux États. Cela a commencé à déborder dans les années 1850, surtout après la formation du Parti républicain. Son candidat à la présidence, Abraham Lincoln, a été élu président des États-Unis en novembre 1860. Bien qu'Abraham Lincoln n'ait pas explicitement fait campagne sur un programme visant à abolir l'esclavage à l'échelle nationale, les États du Sud craignaient ses intentions. Et en décembre 1860, la Caroline du Sud est devenue le premier État à faire sécession de l'Union.
Une multitude d'autres États ont suivi entre janvier et avril 1861, s'unissant pour former les États confédérés d'Amérique, un gouvernement rival dans le Sud. Ce même mois d'avril, les premiers coups de feu de la guerre de sécession retentirent, déclenchant un conflit entre l'Union et la Confédération qui allait déchirer la nation. Verena Davis et son mari allèrent bientôt devenir le premier et unique président et la première dame des États confédérés d'Amérique. Leur chemin vers cette position unique dans l'histoire fut progressif. Le Mississippi a décidé de rejoindre la Caroline du Sud et a fait sécession de l'Union le 9 janvier 1861. Jefferson a officiellement démissionné du Sénat à Washington, D.C. 12 jours plus tard. 4 semaines plus tard, il est devenu le président provisoire des États confédérés lors de la convention réunie à Montgomery, en Alabama. Le poste provisoire est devenu permanent le 22 février 1862, date à laquelle la guerre battait déjà son plein, et la capitale avait été déplacée à Richmond, en Virginie. En tant qu'épouse de Jefferson, Verena est immédiatement devenue la première dame. L'élévation de son mari au poste de président était due à son ancienneté en tant que sénateur de longue date et ancien secrétaire à la guerre. Cependant, la position de Verena comme première dame de la Confédération était difficile. Elle n'a jamais vraiment cru à la cause confédérée et ses doutes la rendaient mal adaptée pour être la première dame de cette nouvelle nation dissidente. Les personnes qui la rencontraient et lui parlaient à Richmond à cette époque s'en rendaient compte, et beaucoup commencèrent à faire des remarques sur son apparence. Dans une presse de plus en plus virulente et ouvertement raciste, les chuchotements sur son teint se transformèrent en insultes. Les journaux attirèrent l'attention sur sa peau jaunâtre et ses traits foncés, suggérant qu'elle pourrait être en partie amérindienne ou afro-américaine. Certains allèrent plus loin. Des critiques hostiles, désireux de les blesser, elle et son mari, utilisaient un langage destiné à choquer, la traitant de mulâtresse ou d'indienne, des insultes calculées pour attiser les angoisses raciales dans une société obsédée par les lignées et la pureté. Pour aggraver les choses, la vie de famille des Davis était tendue. Verena était souvent enceinte pendant ces années-là, et leur fils Joseph est mort en avril 1864, après une mauvaise chute, juste après son 5e anniversaire. Quelques mois plus tard, Verena donna naissance à Winnie. L'enfant fut vite connu comme la fille de la Confédération, et son image et son histoire circulèrent dans tout le Sud durant la dernière année de la guerre pour remonter le moral. Ainsi, Verena passa les années de guerre enceinte, en deuil, critiquée et propulsée au rang de l'une des femmes porte-parole les plus en vue d'une cause à laquelle elle ne croyait pas vraiment. La guerre de sécession s'est terminée par la défaite de la Confédération en avril 1865, presque 4 ans jour pour jour après son début. Alors que le principal général confédéré, Robert E. Lee, organisait la reddition, Jefferson, Verena, leurs familles et leurs partisans fuyaient vers le sud depuis Richmond. Ils furent capturés en Géorgie et Jefferson fut détenu après que des soupçons eurent ressurgi quant à son implication d'une manière ou d'une autre dans l'assassinat du président Abraham Lincoln, survenu quelques jours seulement après la fin des combats. Jefferson passa les 2 années suivantes en détention à cause de cela. Pendant cette période, Verena envoya leurs enfants au Canada chez des proches pour les protéger, tout en menant campagne pour libérer son mari. Il fut libéré sous caution en mai 1867 et bénéficia d'une amnistie générale accordée aux anciens hommes politiques et soldats confédérés par le président Andrew Johnson à Noël 1868. Les Davis étaient désormais libres de reprendre leur vie comme ils l'entendaient un temps. Cependant, la société autour d'eux avait changé. La richesse de Jefferson provenait principalement de ses plantations exploitées par des esclaves. Cela avait maintenant disparu. De plus, il n'y avait aucune chance de relancer sa carrière politique et la richesse de sa famille avait été décimée par la guerre ainsi que par tous ses frais juridiques pendant son emprisonnement. À ce moment, la famille voyagea en Europe, gagnant un peu d'argent grâce aux conférences et apparitions liées à leur statut d'ancien président et première dame de la Confédération. Verena et les enfants restèrent en Europe après le retour de Jefferson en Amérique, qui envisagea d'accepter divers postes d'enseignement. En Angleterre, avec sa sœur et ses enfants, Verena fut scandalisée de lire, en 1870 et 1871, des articles sur les possibles liaisons de Jefferson aux États-Unis. Pendant cette période, leur fils William mourut juste avant son 11e anniversaire, et cela, combiné à l'effondrement de leur fortune, les plongea dans de longues périodes de dépression. Au milieu des années 1870, Verena retourna en Amérique et le couple se réconcilia progressivement, finissant par vivre à nouveau ensemble en 1878. À cette époque, Jefferson dépendait de la générosité d'une mécène, Sarah Dorsey,
la riche veuve d'un planteur de Louisiane. Dorsey connaissait Verena depuis l'école dans les années 1830 où elles étaient au pensionnat ensemble. Dorsey, écrivaine et historienne, devint une fervente défenseur de la cause confédérée dans ses écrits. Elle invita les Davis à venir vivre sur son domaine à Beauvoir, dans le Mississippi, sur le golfe du Mexique, et finit par leur vendre une maison là-bas à un prix avantageux. Lorsque Sarah mourut en 1879, elle laissa à Jefferson une somme d'argent importante qui permit en grande partie de résoudre leurs problèmes financiers pour le reste de la vie de Jefferson. Il mourut lors d'une importante épidémie de fièvre jaune qui toucha les États du Sud en 1889 à l'âge de 81 ans. Après la mort de son mari, Verena partit vivre à New York, un choix qui fut considéré comme controversé à l'époque. Elle était apparentée au magnate de la presse, Joseph Pulitzer, et il lui donna un poste de rédactrice pour le New York World en 1891. Sa fille Winnie l'accompagna. Elle écrivait également pendant ces années, et elle publia plusieurs livres, comme L'étude sur le révolutionnaire irlandais, Robert Emmet. Ainsi, Verena et sa fille menaient une vie bourgeoise en tant qu'écrivaine à Manhattan dans les années 1890, vivant souvent dans des hôtels-appartements de la ville ou chez des proches. Parfois, Verena était critiquée dans la presse du Sud pour sa décision de déménager dans le Nord et d'écrire pour un journal yankee à New York. Elle a répondu que la guerre et la mort de son mari l'obligeaient à travailler pour subvenir à ses besoins. En 1898, la tragédie a frappé lorsque Winnie est décédée à l'âge de 34 ans, probablement d'une pneumonie ou d'une gastrite. Verena a organisé son inhumation à Richmond aux côtés de son père et de son frère. Verena a continué à écrire par la suite, même si elle vieillissait. Beaucoup de ses articles tardifs étaient axés sur l'idée de promouvoir la réconciliation et une meilleure compréhension entre les États du Nord et du Sud, car le pays restait profondément divisé 3 décennies après la guerre de sécession. C'était une vie étrange entre deux réalités pour Verena. D'un côté, elle vivait à New York, mais elle voyageait aussi pour assister à des réunions de femmes qui avaient grandi et vécu dans des familles d'anciens soldats confédérés et de personnalités politiques. Ces dernières années, elle s'est intéressée à élargir l'accès à l'éducation. En 1901, par exemple, elle a rencontré le leader afro-américain influent, Booker T. Washington, et ils ont discuté des moyens par lesquels les femmes et les afro-américains pouvaient avoir de meilleures opportunités éducatives en Amérique. Dans ces dernières années, elle aimait faire une promenade quotidienne à travers Central Park et aller au théâtre. Finalement, elle a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans, mourant d'une pneumonie dans son appartement de Midtown Manhattan, le 16 octobre 1906. Elle laissa derrière elle sa fille, Margaret Davis Hayes, ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Encore aujourd'hui, beaucoup regardent ses photographies et spéculent sur ses origines, certains pensant qu'elle devait avoir des ancêtres africains ou amérindiens en raison de son apparence. Certains soulignent également le fait qu'elle se qualifiait elle-même de métisse pour appuyer cette idée. Pourtant, les recherches généalogiques et le travail des historiens modernes n'ont trouvé aucune preuve crédible pour étayer cela. Ces lignées familiales documentées remontent à des ancêtres européens, donc nous ne pouvons que spéculer. Verena Howell Davis a été honorée par une procession funéraire dans les rues de New York et a ensuite été inhumée à Richmond, ce qui signifie que la seule et unique première dame de la Confédération a été enterrée dans sa capitale éphémère. Sa pierre tombale portait simplement l'inscription « En paix ». Qu'avez-vous pensé de son histoire et de ses images ? Pensez-vous qu'elle avait d'autres origines qu'européennes ? Donnez votre avis en commentaire. Et si vous avez d'autres suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Bref, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.